Assiste-t-on à un moment de bascule aux États-Unis? Depuis plusieurs semaines, une succession d'événements graves alimente un climat de tension croissante à travers le pays. En l'espace de 2 semaines, 2 personnes ont été abattues en pleine rue à Minneapolis lors d'interventions impliquant des forces fédérales liées à la politique migratoire. Ces morts ont provoqué une vague de manifestations dans de nombreuses villes américaines, mobilisant des milliers de personnes venues dénoncer les violences attribuées à l'ICE, la police fédérale chargée du contrôle de l'immigration. Ce mouvement de contestation dépasse désormais les cercles militants habituels. Pour la première fois depuis le début de cette séquence, des figures politiques de premier plan, parmi lesquelles l'ancien président Barack Obama, ont pris publiquement la parole. Elles appellent à un sursaut collectif face à ce qu'elles décrivent comme une dérive préoccupante des pratiques policières. Dans ce contexte tendu, de nombreux observateurs redoutent une aggravation de la situation, avec un risque réel d'escalade de la violence. Depuis son retour à la présidence, Donald Trump a placé la lutte contre l'immigration au cœur de son action politique. Cette orientation s'est traduite par un renforcement massif de l'ICE. En l'espace d'un an, le budget de cette agence fédérale a été triplé et ses effectifs ont doublé. Ce changement d'échelle s'est accompagné d'une évolution profonde des méthodes employées sur le terrain. Selon de nombreux témoignages et plusieurs décisions judiciaires relayées par l'ONG Human Rights Watch, les opérations de l'ICE se caractérisent désormais par une brutalité accrue. Des descentes sont menées dans des lieux publics, notamment aux abords d'écoles, de restaurants ou d'hôpitaux. Les agents interviennent souvent masqués, lourdement armés, et procèdent à des arrestations fondées sur des contrôles au faciès. Ces pratiques concernent parfois des personnes en situation régulière. Des juges américains estiment que ces tactiques visent délibérément à instaurer un climat de peur au sein des communautés immigrées. C'est dans ce contexte déjà explosif que 2 citoyens américains ont perdu la vie à Minneapolis dans des circonstances similaires, contribuant à exacerber les tensions. Le premier, Renee Good, âgée de 37 ans, a été tuée le 7 janvier alors qu'elle se trouvait au volant de son véhicule. L'administration Trump affirme que l'agent de l'ICE a fait usage de son arme pour se défendre. Cette version est cependant contestée par des vidéos de l'intervention, qui soulèvent de sérieux doutes sur la réalité d'une menace immédiate. Quelques jours plus tard, un second drame s'est produit. Alex Pretty a été tué lors d'une opération impliquant des agents de la Border Patrol, une autre agence fédérale chargée du contrôle des frontières. Le camp présidentiel affirme qu'il se serait approché des agents en brandissant une arme à feu. Là encore, cette version est mise en cause par plusieurs enregistrements vidéo réalisés par des témoins présents sur place. Les images montrent Alex Pretty en train de filmer les agents avec son téléphone, avant qu'il ne tente d'intervenir pour porter assistance à une femme violemment projetée au sol par les forces de l'ordre. Alex Pretty était infirmier en réanimation. Lorsqu'il se tourne vers la victime, il est à son tour plaqué brutalement au sol, puis frappé par plusieurs agents. Alors qu'il se débat, l'un d'eux affirme qu'il est armé. Le port d'armes est pourtant légal à Minneapolis, sous réserve d'un permis valide, ce qui était le cas d'Alex Pretty, selon le chef de la police de la ville. Les vidéos analysées par plusieurs médias, dont le Washington Post, montrent que, s'il possédait bien une arme, celle-ci n'a jamais été dégainée. Les images indiquent également qu'il a été désarmé avant que des tirs ne soient effectués. Malgré cela, près de 10 coups de feu ont été tirés sur lui. Ces éléments contredisent frontalement la version officielle avancée par les autorités fédérales. Ces 2 morts s'ajoutent à une série déjà préoccupante. En 2025, au moins 32 personnes sont décédées alors qu'elles se trouvaient en détention sous la responsabilité de l'ICE. Selon le quotidien britannique The Guardian, il s'agit d'un record depuis le début des années 2000. Si l'ICE a été créé à cette époque, de nombreux observateurs soulignent que ces méthodes ont profondément changé depuis le retour de Donald Trump à la présidence. Les informations concernant ces décès en détention restent partielles, l'accès au centre étant très limité. Néanmoins, les témoignages recueillis par des organisations non gouvernementales font état de conditions de détention particulièrement difficiles, contribuant à nourrir l'inquiétude et la colère d'une partie de la population. Face à ces événements, les réactions politiques se sont contrastées.
Donald Trump a maintenu une ligne inflexible. Sur son réseau social Truth Social, il a affirmé que la mort des 2 citoyens américains était, selon ses termes, la conséquence du chaos provoqué par les démocrates, désignant ainsi directement le camp politique opposé comme responsable de la situation actuelle. Donald Trump a directement mis en cause les autorités locales du Minnesota. Il accuse notamment le maire de Minneapolis ainsi que le procureur de l'État de refuser de coopérer avec l'ICE. Dans une déclaration publiée sur son réseau social, il affirme, je cite, que ses responsables encouragent les agitateurs à entraver illégalement les opérations visant à arrêter des criminels. Cette accusation s'inscrit dans une stratégie bien connue de confrontation entre le pouvoir fédéral et les autorités locales dirigées par des démocrates. Il est toutefois essentiel de rappeler un élément de contexte souvent absent de ce type de discours. Comme cela a été documenté récemment, seule une très faible minorité des personnes interpellées par l'ICE possède un casier judiciaire ou est connue des services de police. La majorité des arrestations concernent des individus sans antécédents criminels, ce qui alimente les critiques sur la justification réelle de ces opérations et sur leur proportionnalité. Face à la montée des tensions, le gouverneur démocrate du Minnesota, Tim Walz, a adopté une position ferme. Il a indiqué avoir demandé à la Maison-Blanche le retrait des agents fédéraux de l'ICE présents sur le territoire de l'État. Parallèlement, il a sollicité la mobilisation de la Garde nationale afin de soutenir les forces de police locales dans le maintien de l'ordre. La Garde nationale est une force militaire de réserve, traditionnellement déployée lors de catastrophes naturelles, de troubles civils majeurs ou d'émeutes, ce qui illustre le niveau de gravité atteint par la situation. Cette séquence met en lumière un point de friction majeur entre les démocrates, majoritaires à l'échelle locale dans plusieurs grandes villes, et les républicains, qui contrôlent l'exécutif fédéral. L'un des principaux foyers de tension concerne désormais les enquêtes ouvertes après la mort des 2 citoyens américains à Minneapolis. Dans le cas de René Good, le ministère de la Justice, institution placée sous l'autorité du pouvoir fédéral, a écarté les autorités locales de l'enquête. Cette décision a suscité de vives inquiétudes. Elle alimente la crainte d'un manque d'indépendance de l'investigation, d'autant plus que le camp de Donald Trump a affirmé très rapidement l'innocence de l'agent impliqué, avant même la conclusion de toute procédure judiciaire. Pour de nombreux observateurs, cette précipitation fragilise la confiance dans l'impartialité du processus. Ce qui retient particulièrement l'attention, c'est l'émergence progressive de critiques au sein même du camp républicain, un phénomène relativement rare dans ce type de contexte. Plusieurs responsables conservateurs commencent à exprimer publiquement leurs réserves face aux méthodes employées. Le gouverneur républicain de l'Oklahoma, Kevin Stitt, a ainsi déclaré sur CNN que les images diffusées ces dernières semaines suscitaient une inquiétude croissante. Selon lui, de nombreux Américains n'apprécient pas ce qu'ils voient et s'interrogent de plus en plus sur les tactiques utilisées et sur la responsabilité du gouvernement fédéral. Une prise de position mesurée mais significative dans un parti généralement aligné sur les orientations présidentielles. L'évolution de l'opinion publique constitue un autre indicateur clé de cette possible inflexion. Plusieurs enquêtes récentes témoignent d'un changement notable dans la perception des actions de l'ICE. Un sondage national réalisé par l'Institut Siena, publié par le New York Times après la mort de René Good, révèle que 61% des Américains estiment que les méthodes de l'ICE vont trop loin. Ce chiffre inclut près d'un républicain sur 5, ce qui souligne l'ampleur du malaise au-delà des clivages politiques traditionnels. La mort d'Alex Pretty pourrait encore accentuer cette tendance. Ces dynamiques interviennent à l'approche d'un rendez-vous politique important. Les élections de mi-mandat, prévues en novembre, permettront de renouveler une partie du Congrès. Même si elles ne concernent pas directement la présidence, ces élections jouent un rôle central dans l'équilibre des pouvoirs à Washington. Une évolution durable de l'opinion publique sur les questions migratoires et sécuritaires pourrait peser lourdement sur leur issue. À cela s'ajoute un enjeu budgétaire immédiat. Le Sénat doit se prononcer sur un texte incluant le financement du Department of Homeland Security, le ministère dont dépend l'ICE.
Plusieurs élus démocrates ont déjà annoncé qu'ils refuseraient de voter le projet si ce financement était maintenu en l'état. Une telle impasse pourrait conduire à un blocage budgétaire, entraînant un shutdown, c'est-à-dire une fermeture partielle de l'administration fédérale jusqu'à la conclusion d'un accord. Enfin, les critiques se multiplient également du côté d'anciens présidents démocrates. Bill Clinton et Barack Obama ont tous deux exprimé leurs préoccupations face à la situation actuelle. Barack Obama a notamment déclaré qu'il appartenait à chaque citoyen de s'élever contre l'injustice et d'exiger des comptes de son gouvernement. Ces prises de parole renforcent l'idée que la question dépasse désormais le simple affrontement partisan. Dans le même temps, la mobilisation se poursuit sur le terrain. Des manifestations continuent d'avoir lieu dans de nombreuses villes américaines, en particulier à Minneapolis, malgré des conditions climatiques extrêmement difficiles, avec des températures largement négatives. Cette persistance témoigne de la profondeur du malaise et de l'intensité des émotions suscitées par ces événements. L'ensemble de ces éléments dessine une période charnière pour les États-Unis, marquée par des tensions institutionnelles, politiques et sociales d'une ampleur inhabituelle, dont les répercussions pourraient s'inscrire durablement dans le paysage politique américain. Nous poursuivons notre tour de l'actualité avec des événements majeurs qui se déroulent aux quatre coins du monde. Aux États-Unis, la situation météorologique prend des proportions exceptionnelles. Une tempête hivernale, baptisée Fern, s'abat sur le pays et a conduit les autorités à décréter l'état d'urgence dans 20 États. Les prévisions indiquent que des températures extrêmes, pouvant descendre jusqu'à -45 degrés, affecteront principalement le centre et le nord du pays, avec des villes comme Minneapolis et Chicago particulièrement touchées. Ces conditions climatiques extrêmes sont annoncées comme durables, et les météorologues alertent la population sur le risque d'incidents graves. La tempête a déjà fait au moins 13 victimes et laissé plus de 800 000 foyers privés d'électricité, principalement au Texas et en Louisiane. Le transport aérien est également fortement perturbé. Quelques 14 000 vols ont été annulés ce week-end. Selon l'Agence météorologique nationale, la particularité de cette tempête réside dans son ampleur et sa durée inhabituelle. Il s'agit d'une masse d'air arctique qui, en temps normal, reste confinée au pôle Nord, mais qui a été poussée vers le sud, entraînant ces conditions exceptionnelles. Les autorités locales recommandent fortement à la population de rester confinée chez elle et de limiter au maximum tout déplacement. À New York, par exemple, plus de 30 cm de neige sont tombés en une seule journée, perturbant la vie quotidienne de millions d'habitants. En France, la scène politique interne se prépare à un rendez-vous inédit. Une primaire de la gauche unitaire est programmée pour le 11 octobre, avec pour objectif de désigner un candidat unique pour l'élection présidentielle de 2027. Cette initiative réunit plusieurs partis, dont les écologistes du mouvement Debout, l'Alliance pour une République écologique et sociale, fondée par Benoît Hamon, Génération, et, potentiellement, le Parti socialiste, dont la participation finale dépendra d'un vote interne organisé après les élections municipales. Cette primaire vise à réduire le risque de fragmentation de l'électorat de gauche au premier tour de la présidentielle, mais elle ne fait pas l'unanimité. Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, et Raphaël Glucksmann, coprésident de Place Publique, ont refusé d'y participer, privilégiant une stratégie de vote utile pour concentrer les soutiens sur le candidat jugé le plus susceptible de l'emporter. Quant au Parti communiste français, il n'a pas encore pris d'engagement formel, bien que ses alliés espèrent son intégration future. Malgré ses ambitions, certains observateurs estiment que cette primaire risque de ne concerner qu'une partie de la gauche et pourrait ne pas suffire à éviter une multiplication des candidatures en 2027. À l'international, les négociations commerciales et stratégiques continuent de façon intense entre l'Union européenne et l'Inde. Un sommet est prévu à New Delhi ce mardi dans le but de finaliser un accord de libre-échange. Déjà, l'Inde a annoncé une réduction immédiate de ses droits de douane sur certaines voitures importées d'Europe qui passeront de 110% à 40% pour les véhicules d'une valeur supérieure à 15 000 €, selon l'agence Reuters. L'Union européenne espère, à terme, supprimer les droits de douane sur près de 90% des marchandises échangées avec l'Inde. Au-delà des aspects commerciaux,
Les négociations portent également sur la sécurité et la défense, avec le partage d'informations stratégiques entre les pays concernés. En 2024, le volume des échanges entre l'Inde et l'UE avait atteint 120 milliards d'euros, et le résultat de ce sommet pourrait transformer profondément le paysage économique et stratégique de la région. Au Brésil, un événement dramatique a marqué la capitale, Brasilia. Lors d'un rassemblement de 18 000 partisans de l'ancien président Jair Bolsonaro, qui réclamait son amnistie, la foudre a frappé le cortège de manifestants. L'attaque de l'orage a entraîné 47 hospitalisations, dont 11 pour des blessures graves. Parmi les victimes, certaines ont été brûlées, tandis que d'autres ont été prises en charge pour des entorses ou des crises d'hypothermie. Cette manifestation faisait suite à la condamnation de Bolsonaro à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État. À 70 ans, l'ancien président souffre de problèmes de santé aggravés par un attentat à l'arme blanche dont il avait été victime en 2018. Enfin, en France, une enquête menée par l'association SOS Racisme révèle que la discrimination persiste dans le secteur immobilier. Dans le cadre d'une campagne de testing auprès de 188 agences, l'association a constaté que près d'un quart des agences avaient sélectionné des locataires en fonction de leur origine européenne, et un autre quart avait encouragé les propriétaires à appliquer des critères raciaux. Un peu plus de la moitié des agences refusent de toute discrimination, mais la persistance de pratiques illégales a conduit la ministre chargée de la lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, à annoncer une formation obligatoire pour tous les agents immobiliers. De son côté, la Fédération nationale de l'immobilier a condamné ces pratiques et appelé à davantage de formation et à des sanctions plus strictes. Ces événements, qu'ils soient climatiques, politiques, économiques ou sociaux, traduisent la complexité et la diversité des défis auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Les crises, les mobilisations et les négociations se succèdent et exigent de la vigilance, un suivi attentif et une capacité d'analyse pour comprendre les implications à court et moyen terme sur la vie des citoyens et sur les relations internationales.